Bienvenue à cette table ronde qui suit cette conférence de presse. Comment se mobiliser depuis Genève dans cette lutte contre le VIH? Y a-t-il encore des raisons de se mobiliser d'ailleurs? Je pose la question pour la bonne forme, car a priori, les personnes présentes ici vont toutes me répondre oui. On sort d'une conférence de presse où une annonce importante a été faite. Genève accueillera à l'été 2027 la conférence internationale sur le sida. Genève, place forte de la matière, place forte de la recherche en la matière, aussi place forte de la recherche en matière tout court avec le CERN. On est aussi des habitués, des spécialistes mondiaux dont certains sont présents ici. On les remercie, un hôpital cantonal mobilisé. Et je salue la professeure Calmy qui a piloté la mise sur pied de cette table ronde, bien sûr. Siège européen de l'ONU, Genève, qui abrite notamment l'ONU-SIDA, dont je salue aussi la représentante. Paola Munderi qui est avec nous aujourd'hui. Merci, bienvenue à toutes et tous. Je vais présenter les autres intervenants. Nous avons le médecin cantonal, le docteur Alessandro Cassini. Merci d'être avec nous. Nous avons Luc Vallet du groupe Santé Genève infirmier au groupe Santé Genève. Nous avons Rocco Senatore, directeur de PV à Genève, personne vivante avec. Nous avons également Marlène Bras, représentante de l'IAS, International AIDS Society, organisatrice de cette conférence annuelle qui aura lieu donc en 2027 à Genève. Nous sommes avec le professeur Vinkimi Nguyen. Merci d'être avec nous, professeur. Vous êtes au Graduate Institute de Genève, docteur en médecine à l'Université de Montréal, docteur en anthropologie médicale de McGill Université, grand spécialiste des virus, des épidémies, très engagé pour les droits et l'accès au traitement des personnes vivant avec le VIH, notamment en Afrique. Une petite bio comme ça, express. Meg Doherty qui est avec nous, représentante de l'OMS, et puis quelqu'un qu'on ne présente plus, Antoine Flao, qui a été très présent sur nos antennes, notamment sur Léman Bleu, on s'en souvient. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir de vous voir dans un autre contexte, même si c'est quand même dans un contexte viral. Professeur honoraire de l'Université de Genève, ancien directeur de l'Institut de santé globale, et la professeure Calmy, bien sûr, qui est toujours avec nous. Alors, première question quand même à toutes et tous. On aura une partie un peu introductive où chacun et chacune, vous pourrez dire en quelque sorte, en quelques mots, votre engagement à vous, vos préoccupations, les enjeux qui vous concernent. Première question quand même, Paola Munderi. La question aujourd'hui, c'est celle du positionnement, du rôle de l'ONU-SIDA dans un contexte bousculé. On a cet objectif 2030, date à laquelle les objectifs de la fin du sida comme menace de santé publique ont été fixés. Est-ce que ces objectifs sont en passe d'être réalisés, Madame Munderi? S'ils sont en passe d'être réalisés, oui. Oui et non. Bon, nous venons même de sortir un rapport pour le Journée mondiale du sida. Il y a le succès, mais il y a aussi des pas à faire. Mais la question dont je m'étais préparé, c'était le rôle qui jouerait l'ONU-SIDA d'ici 2030 et si l'ONU-SIDA avait toujours un rôle à jouer pour atteindre des objectifs du 2030 pour mettre fin au sida en tant que menace de santé publique, parce que c'est une question, je crois, qui préoccupe, ça se dit, tout le monde. Est-ce que l'ONU-SIDA a toujours un rôle à jouer là-dedans? Et je dis encore que oui, l'ONU-SIDA a un très grand rôle à jouer dans la riposte contre le VIH d'ici 2030. Est-ce que je continue ou Oui, avec plaisir. On aimerait savoir quel peut être votre rôle dans un contexte bousculé où l'ONU-SIDA, je ne dirais pas qu'il a été démantelé, mais disons que le bureau se rétrécit, les moyens se rétrécissent. Quels sont aujourd'hui vos moyens d'agir? Vous n'avez plus les mêmes moyens qu'avant. Oui, il est vrai que... Est-ce qu'il y a encore des bureaux? Demande Alexandra Calmy. Est-ce que vous avez encore des bureaux? Nous avons encore des bureaux. Ils sont tellement différents. Donc, le troisième étage, c'est carrément vidé. Nous allons rester que
une vingtaine de personnes à Genève. Nous avons changé l'orientation vers les pays, ce qui veut dire que la plupart des postes qui étaient au centre à Genève sont déplacés aux pays qui ont les plus touchés avec le VIH. Nous avons également diminué la représentation dans les pays, visant surtout les pays les plus touchés, comme ça. Donc, il y a une différence, il y a une transformation, mais oui, nous avons toujours le bureau. Mais plus les mêmes moyens d'agir, c'est ça la question. Pas du tout les mêmes moyens, surtout après les décisions qui ont été faites par les États-Unis, parce que nous étions l'agence le plus financée proportionnellement par les États-Unis. Donc oui, une forte réduction de moyens d'agir, mais nous sommes toujours là. We're still open for business. Je ne saurais pas comment dire ça en français. Oui. Et là, j'ai une question pour vous, Marlène Bras, justement. Faire circuler le micro. Tout est en train de changer, on le voit, forme de démobilisation des financements. Qu'en est-il de la recherche? Qu'en est-il aussi des vaccins, de cette idée même de guérir du VIH? Comment est-ce que dans cet écosystème bouleversé, vous arrivez encore à agir? Merci. Alors, comme vous étiez en train de le dire, l'écosystème du VIH, il change énormément, que ce soit au point de vue des financements ou du manque de financement, que ce soit au point de vue de l'innovation, parce qu'à côté de ça, on a des innovations incroyables qui ont lieu récemment, et puis que ce soit aussi au niveau de l'accès aux soins. Donc c'est très très dynamique, parfois dans le bon sens, parfois un peu moins dans le bon sens. Dans ce contexte-là, la recherche, ça reste un pilier vraiment fondamental de la réponse mondiale au VIH. Et alors, on a vu des grands progrès dans la recherche, d'un point de vue traitement et prévention. On en a parlé un petit peu pendant la conférence de presse plus tôt. On a parlé du lenacapavir, donc un injectable tous les 6 mois. Donc ça reste des grands progrès. Et en même temps, on a les acquisitions de VIH qui continuent à augmenter. Donc le but d'avoir un vaccin, ça reste, ou une cure, une guérison du VIH, ça reste quand même le but ultime. Et dans ce contexte-là, la recherche, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Si je parle juste très brièvement juste des États-Unis, on a eu pas mal de décisions d'organismes comme le CDC, le NIH récemment, qui ont été assez forts, avec une diminution des financements, notamment une diminution des financements dans ce qui concerne la recherche de vaccins contre le VIH, assez dramatique. On a aussi un discours public qui devient un petit peu inquiétant, d'instances publiques, du ministre, le secrétaire de la Santé, par exemple, aux États-Unis, qui ramène sur la place des discours qui semblent lier l'autisme et le vaccin, alors qu'on sait que c'est pas du tout prouvé scientifiquement. Donc on a une déconstruction une perte de confiance, peut-être, je pourrais dire, dans la recherche scientifique. On a une érosion du discours public, de la confiance, et ça, c'est vraiment problématique. À côté de ça, il y a quand même des choses très intéressantes qui se produisent, notamment dans le domaine de la recherche contre un vaccin VIH. On parlait un petit peu du Lancet, Alexandra parlait un peu plus du Lancet avec des résultats un peu négatifs d'un essai clinique phase 3. En juin, je crois, si je ne me trompe pas, il y avait aussi des résultats un peu plus positifs de vaccins à ARN messager. Donc c'est des phases 1, c'est très préclinique, mais ça montrait qu'on était capable d'induire des réponses d'anticorps neutralisants. Donc ça reste dynamique, ça reste très important d'investir dans la recherche, ça reste très important de maintenir la rigueur scientifique, d'informer les gens pour qu'il n'y ait pas cette perte de confiance. Et une des façons de faire ça, c'est aussi de garder ces moments où on va discuter, comme ça va être le cas l'année prochaine à Rio pour AIDS 2026, et puis à Genève en 2027. Donc c'est pas toujours brillant, mais il y a quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de gens qui travaillent très dur. Et peut-être un petit mot avec vous, Alexandra Calmy, sur aussi comment replacer le VIH sur la carte des priorités. Parce qu'on voit qu'il y a encore des besoins, que la recherche est loin d'être terminée, il y a ces financements qui déclinent. Et puis, au-delà même de la recherche qui est en cours et de tout ce qui est important, je pourrais lui donner mon micro.
très bien si le micro est arrivé à vous. Il y a tout simplement les priorités politiques aussi. C'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, c'est pas qu'ils sont à l'extrême comme le secrétaire d'État à la santé américain, mais des politiques de santé qui se dirigent vers d'autres priorités. Alexandra Calmi. Oui, tout à fait. Donc, il y a une émulation finalement des grandes compétitions de priorités de santé. Les changements climatiques sont une priorité également. Le problème, c'est qu'on ne peut pas imaginer la santé comme une compétition de priorité, puisque tout est prioritaire. La santé est un tout. On a d'ailleurs à côté de moi l'ancien directeur de l'Institut de santé globale. C'est bien que la santé est globale. Mais le VIH a ceci de particulier, c'est qu'il a toujours été un modèle de la gouvernance de la santé. Ce qui s'est passé dans le domaine du VIH, l'inclusion des communautés, notamment de la prévention, du traitement, le fait que les politiques et les gens qui financent, le modèle même financier de financement de la santé globale a été pensé à l'époque du sida. Donc je ne sais pas si on peut donner la parole à Antoine là-dessus, parce que tu as beaucoup théorisé là-dessus et tu es excellent sur ce thème-là. Mais pour moi, je pense que le problème, c'est de mettre le VIH en compétition avec le changement climatique ou en compétition avec la dengue. Ça ne va pas. Ça doit forcément être un enjeu de santé globale. Et donc, on doit repenser toute la gouvernance de la santé globale, pas que celle du sida. Bon, peut-être allez-y, Antoine Flahault, sur ce point. Si on repense la gouvernance de la santé globale, je pense que c'est bien de partir du sida comme justement ce modèle qu'il a été sur la santé globale. Pourquoi il a été un modèle en matière de santé globale et notamment en matière de multilatéralisme? Je pense que l'expérience d'ONU-SIDA et le fonctionnement d'ONU-SIDA est particulièrement emblématique. Vous savez, ONU-SIDA, tous les 5 ans, passe devant l'Assemblée générale des Nations unies pour faire voter, pour faire approuver sa stratégie pour 5 ans. En faisant cela, il y a 11 agences, il n'y a pas que l'OMS. Quand on parle de santé globale, on ne parle pas que de la santé humaine. Il y a les 11 agences des Nations Unies qui s'alignent sur la stratégie de ONU-SIDA à ce moment-là. Et en plus, bien sûr, tous les pays s'alignent également. On voit que, par exemple, si on prend en comparaison le modèle de l'Organisation mondiale de la santé, simplement pour l'accord pandémique, on était tellement contents pour une sorte de victoire du multilatéralisme que l'accord pandémique soit approuvé. La Banque mondiale, le PNUD, ne sont pas associés. Ils ne se sont pas alignés. OCHA aussi, le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, ne s'est pas aligné. C'est-à-dire qu'en fait, et puis les pays, vous voyez, comme ils peinent aujourd'hui à s'aligner. Donc en fait, on a des mécanismes qu'il faudrait en effet réformer. Alors quant à faut-il ou pas une ONU-SIDA, c'est étonnant de se dire qu'on va prendre comme modèle ONU-SIDA alors qu'on entend partout que ONU-SIDA va bientôt fermer ses portes. En fait, je pense qu'il faut là-dessus, à mon avis, aller de l'avant ensemble. C'est-à-dire se dire, OK, bien sûr, ONU-SIDA peut fermer ses portes en 2030 à la condition que l'objectif du développement durable, c'est un des objectifs du développement durable, que 90% des nouvelles infections soient éliminées et que 90% des décès soient réduits également. Si on arrive vraiment à la fin du sida, ou en tout cas vers la fin, vers l'élimination, alors oui, c'est normal de se dire que l'agence qui a été créée pour coordonner toute la liaison vis-à-vis des pays soit une agence qui puisse disparaître et puis laisser place. Alors peut-être qu'il faut garder en revanche le modèle de ONU-SIDA, c'est-à-dire de ces secrétariats qui sont, peut-être qu'il ne faut pas faire une agence, mais un secrétariat des affaires de santé complexes qui serait au niveau des Nations Unies chargé de faire voter une stratégie quinquennale ou pluriannuelle avec l'ensemble des agences qui s'alignent et l'ensemble des pays. Je pense qu'il faut absolument garder les bonnes leçons que le sida a apportées à la santé globale. Retour peut-être à Genève, docteur Cassini, médecin cantonal. Alors on a eu quelques annonces du conseiller d'État tout à l'heure, dont j'imagine que vous avez eu des échos, peut-être même avant cette table ronde, sur ces fameux 12 millions qui sont mis au vote. Le Grand Conseil tranchera. Et puis d'une façon plus générale sur l'héritage que Genève pourra laisser à la suite de cette conférence annuelle en 2027. Je crois que c'était l'une des conditions même pour que Genève accueille une conférence. Il faut laisser en quelque sorte une trace ou en tout cas montrer un engagement concret. Vous, le médecin cantonal, qui êtes vraiment au plus proche du terrain, quels sont justement ces engagements concrets que vous prenez aujourd'hui ?
Alors, il y a déjà des engagements qu'on prend tous les jours avec les partenaires. Ce n'est pas nous, mais surtout les partenaires qui sont sur le terrain. Mais c'est vrai qu'en entendant aussi les collègues qui sont là, ça donne un peu un sentiment dramatique, et c'est un moment dramatique pour le multilatéralisme, pour le sentiment de solidarité aussi en santé publique. Et donc nous, dans notre petite ville, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait quand même pour avancer et pour remettre toujours au centre les besoins de santé publique? Quelles sont les priorités de santé publique? C'est ce qu'on continue à faire au niveau national avec un plan d'action qui prévoit qu'il n'y ait plus de transmission à l'interne du pays. Donc ça, on fait en sorte qu'on puisse le mettre en place ici, chez nous. On se focalise sur celles qui sont nos priorités de prévention, c'est donc l'accès à tout le monde, à toutes les populations, au traitement, à la PrEP et à d'autres, moyens de prévention. Et dans ce cadre-là, par exemple, les subventions qu'on discute chaque année avec les différentes associations et partenaires dans le terrain ciblent certaines populations. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que on multiplie les associations, les partenaires, avec bien sûr un défi de coordination qu'on vit tous les jours, qu'on essaie de résoudre tous les jours. Mais par exemple, il y a Aspasie à Genève qui s'occupe d'une population spécifique. Il y a Boulevard aussi, il y a Dialoguer pour une autre type de population. Il y a le groupe Santé Genève, et je vois beaucoup de ses amis et partenaires et collègues ici dans la salle, et bien sûr PVA Genève, sur le côté aussi discrimination. Donc c'est pas seulement accès à toutes les populations au traitement, mais c'est aussi faire évoluer notre idée, notre capacité de déstigmatiser cette situation. C'est enlever ces obstacles économiques ou d'autres types d'obstacles pour toutes les populations spécifiques. Donc c'est vraiment ciblé là où il y a besoin. Ça, c'est vraiment une des choses qu'on continue à faire et on va approfondir. Et puis, je pense que vous faisiez référence aussi à cet engagement du canton pour le dépistage gratuit. Alors, effectivement, l'idée, c'est analyser la situation, combien ça nous coûterait. Et puis, c'est clair qu'on ne peut pas décider tout seul dans notre camp, mais c'est argumenter pourquoi est-ce qu'on devrait donner le dépistage gratuit à toutes les personnes au-dessous de 25 ans. Par exemple, on voit qu'effectivement, le nombre de cas de VIH qui nous sont déclarés, qui ont été en diminution pendant des décennies, des années, et puis maintenant on sont arrivés à un plateau, et même l'année dernière on a eu un peu plus de cas déclarés que les années avant. C'est se focaliser sur quelles sont ces personnes pour lesquelles on déclare, mais pas seulement se focaliser que sur le VIH, c'est se focaliser sur toutes les IST en général. Et c'est pour ça que ce qu'on propose, c'est pas un dépistage VIH gratuit, mais c'est un dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles chez les jeunes. Et pourquoi chez les jeunes? Même si c'est pas la majorité des cas qui nous sont déclarés, mais c'est quand même ce qu'on découvre. Il y a une augmentation du nombre des infections sexuellement transmissibles surtout chez les jeunes, et il y a une diminution de la connaissance, de la capacité de comprendre, de l'information et même de l'accès à l'information dans ces populations un peu plus jeunes. C'est pour cette raison que le dépistage, c'est pas seulement l'acte diagnostic, mais c'est vraiment l'opportunité, l'occasion de rappeler à ces populations quels sont les risques, quels sont les moyens de prévention, et puis et qu'ils fassent leur vie en toute sécurité. Voilà. Meg Doherty, qui est avec nous, représentante de l'OMS. Alors vous êtes ancienne directrice justement de ce programme HIV à l'OMS. Aujourd'hui, vous êtes toujours à l'OMS, mais vous êtes directrice de Science for Health. Justement, pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'a fait l'OMS ces 10 dernières années, notamment sous votre impulsion? Oui, merci. I'm going to speak in English just to be a little bit more concise and clear. But thank you very much. I mean, of course, you know, WHO is going through transitions, and I've transitioned
to leading a new department on science for health, which I think is also very connected to the sort of problems we're seeing right now with HIV, hepatitis, STIs. So we still have that mandate to be able to look at science and research and make those translations into new guidance, recommendations as quickly as possible. But in the last 10 years, I think there was a real transition from 2014 to 2025, where we put in some of the most important, I think, recommendations that the world has taken up. Treating everyone, no matter what their CD4 count is, ensuring that that was applicable to children, bringing in dolutegravir, a single pill once a day for everyone, and now more than probably, we have 31.6 million people on treatment. Having a single dose regimen that was applicable for everyone was one of the major goals there, to be able to do that and to bring it to children. Self-testing, and self-testing not just for HIV, but for syphilis and other STIs, hepatitis B and C, I think has been transformational. And lastly, you know, the PrEP guidelines started very slowly with oral PrEP guidelines or pre-exposure prophylaxis. And this past year, we were able to bring forward the landmark lenacapavir PrEP injections twice a year. At the same time, also having the guidelines, the testing guidelines to go with it, because that's the entryway to PrEP, as well as having the molecule and the regimens, the medicines pre-qualified so that countries can use it. So now we've already seen 3 countries that have starting to receive their lenacapavir, and we know there'll be generics coming in less than a year or so. And I think that sort of is the silver lining of all this challenging year, is that there are innovations, there's research that's ongoing, research that Professor Calmi and others in this room are leading, and I think those will continue to be really important to WHO to translate those quickly into guidelines so that they get to people, drugs get to people, treatments, prevention, and care get to people quickly. Vous avez parlé de cette période de transition très importante, hein, ces 10 dernières années. Vous avez esquissé sur la fin de votre message ce qui peut encore arriver, comment aller au-delà de l'acquis, en quelque sorte. Meg Doherty, quels peuvent être les engagements de l'OMS, ou en tout cas le rôle de l'OMS pour ces prochaines années? 2030, c'est dans 5 ans. Oh, yes. No, I think we're all feeling the pressure, definitely. And I think, you know, it's quite difficult to see the challenges that happen in the world in terms of financing, but the silver lining is governments are stepping up. Countries in Africa have decided to put their own money into this. And I think in somewhere they're leading the ways with communities and people living with HIV, the researchers, to say it doesn't have to be always externally, you know, supported. And the more that it becomes integrated into a national health system, the more sustainable it will be. I'm convinced, because I think people who work in the HIV field are always optimistic. They take their lead from communities. They feel a responsibility and passion for communities. I'm convinced we'll get there, but we may not get there as in the same trajectory as we were hoping to be there. But I'm also very excited about the science that's coming through the pipeline. And in the next 5 years, I think there'll be transformations in both prevention, maybe once a year, as well as treatments that are injectable. And those might help us get closer to the goals of ending AIDS as a public health problem. J'ai envie de vous passer la parole, professeur Vinh Kim Nguyen. Vous avez un regard un peu plus sévère, hein, je crois. Vous dites nous sommes dos au mur. Pourquoi? I'm going to be dark and foreboding. En fait, l'idée, c'est de un peu pas rester dans l'optimisme et la joie, mais plutôt être... c'est ça. Mais je crois que c'est utile d'être un peu critique par rapport à soi-même et au travail qu'on a fait. On a vu, surtout avec la conférence de Durban en 2000 et après l'accès au traitement, moi j'étais médecin du VIH jusqu'en 2012, j'ai travaillé en Afrique dans les années 90. J'ai entendu l'OMS déclarer que le traitement n'était pas coût-efficace pour les Africains ne devaient pas être traités. Oui, c'était avant, tout à fait, mais tout ça a changé en 2000. Où on s'est lancé on a vu
plein de progrès du point de vue scientifique, la deuxième génération des trithérapies avec les integrase inhibitors, les anti-intégrases. Enfin, il y a eu un progrès énorme sur le plan médical, sur le plan social, avec l'OMS qui appuyait le traitement, l'accès au traitement, etc., etc. Il y a eu vraiment un gros changement, je dirais en 2000, pour être caricatural, mais il est arrivé aussi, et puis ce changement a été apporté aussi dans le domaine de la santé mondiale en général. Il y a eu vraiment un tidal change, un changement. Et puis est arrivé donc, on peut dire, je pense, une complaisance et puis une industrie du sida, une industrie de la santé mondiale avec des milliards qui étaient brassés. Moi, je me rappelle comme médecin, avant les traitements, on ne voyait jamais les représentants. Je ne sais pas si c'est ça que vous les appelez ici, mais les représentants pharmaceutiques qui viennent vendre des médicaments. Et puis à partir des années 2000, on était au restaurant tous les soirs. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un peu la même chose. On était très gâtés. Enfin, à l'époque, ça semblait pas. Il y avait des choses à faire, et puis ça semblait juste que cet argent soit venu. Mais on est devenu, je pense, très complaisant. On a créé des agences avec des beaux bureaux, on a engagé plein de gens, on a fait plein de choses. Et hop, c'est fini. Ça, je crois qu'on peut le dire. C'est pas dark de le dire. Et je crois je crois qu'il faut pas se tromper. Il y a pas de retour en arrière. Il y a pas dans 5 ans Trump sera plus là ou dans 10 ans, etc. La science va continuer, mais le monde a complètement changé. Et puis on est complètement sans repère. Vous avez peut-être vu la série ou le livre The Three Body Problem qui parle de la difficulté quand on a 3 corps célestes qui interagissent, leurs interactions ne sont plus prévisibles mathématiquement. Donc on est on rentre dans une époque chaotique sur le plan géopolitique, pour les raisons que vous connaissez bien, à cause de l'IA et à cause des changements climatiques. On a 3 corps célestes, si vous voulez, qui vont perturber tout et perturbent tout. Vous voyez quand vous lisez le journal. Donc il n'y aura pas de retour en arrière. Et je crois qu'il faut être très lucide par rapport à quelque chose. C'est que nous, les PD, les travestis, les whatever, les noirs, les réfugiés, il y avait une époque où on était banni, honni, l'ennemi. On peut dire ça comme ça. Puis il y a eu les années 60, les années 70. Il y a eu un progrès. On peut parler des femmes aussi. Il y a eu le droit à l'avortement. Donc il y a eu plein de progrès sociaux qu'on a pris pour acquis. Et maintenant, le droit à l'avortement s'est remis en question. Et on est dans un moment historique où on revient en arrière, beaucoup plus loin en arrière. Et moi, j'ai vu dans les coupes de l'administration Trump, de l'USAID et de PEPFAR, c'était des coupes, c'était pas des coupes économiques, c'était des coupes pour faire mal, pour tuer. Et il faut qu'on se pose. Et je crois qu'il y a quelque chose. Moi, ça m'avait frappé en 96. J'étais dans une réunion et puis il y avait un conseiller de Jacques Chirac qui était là et qui disait: j'ai besoin de 2000 femmes qu'on peut traiter en Afrique. Et j'ai compris que c'était un jeu géopolitique, le traitement. C'était comme ça qu'on projetait la puissance. La France traite, Jacques Chirac, les États-Unis. Ben, quand on se fait prendre à ce jeu-là, voilà ce qui arrive. C'est qu'après, ça peut faire très mal. On s'est mis en position de dépendance. Et ça, je crois que c'est reconnu par beaucoup de chefs d'État africains, par beaucoup d'Africains, et qui se plaignent et accusent leur gouvernement de comment vous nous avez pu nous mettre dans cette situation-là. Donc je crois donc c'est un peu ça mon constat. Et puis bon, on est à Genève, une ville hyper riche. Regardez autour de vous, ça fait un peu déconnecté de dire ça, mais je pense que c'est des années
qui seront très fastes. Beaucoup de gens vont mourir. Et puis, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions sur comment on s'est laissé, on s'est fait, pas acheter, mais on a été dans la complaisance. Parce que l'argent venait et on n'a pas vu comment on était vulnérable. C'est un témoignage très, très intéressant, très important. Professeur, j'aimerais revenir au terrain plus local avec nos deux représentants du corps associatif, soit Rocco ou bien Lucas, c'est égal, justement les conséquences de ce contexte mouvant, bousculé sur les associations locales. Peut-être vous, Rocco, vous avez le micro, vous êtes directeur de PV à Genève, personnes vivant avec. Quel changement vous voyez actuellement s'opérer? Moi, je suis un peu plus réaliste, exactement comme les docteurs. Je partage complètement cette vision. Alors, nous sommes une association de personnes vivant avec. Notre objectif, c'est de travailler auprès de la population générale pour les sensibiliser à la prévention VIH et les infections sexuellement transmissibles, mais aussi essayer d'amener le message de lutte contre la stigmatisation dont ils souffrent les personnes vivant avec. Parce que c'est vrai qu'on a fait dans les dernières années des pas de géants par rapport à la prise en charge médicale des personnes concernées. Les pas en avant d'un point de vue sociétal sont très longs et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais pour revenir à l'étendue dont on vit, nous, pour faire de la prévention justement auprès des jeunes, PV à Genève intervient dans les écoles avec des personnes vivant avec, qui témoignent de leur parcours de vie, qui sensibilisent justement au VIH et aux IST. Et on a eu beaucoup la vie facile dans les dernières années à Genève parce que c'était les écoles qui nous contactaient, qui nous appelaient. Alors je peux vous dire que 2025, malgré les nombreux relances qu'on a fait aux écoles, ça ont été très rares les retours des écoles. Et on a senti cette vague anti-wokiste, si on peut l'appeler comme ça, qui souffle. Si nous avons comme association le soutien plein des autorités d'un point de vue financier, donc on n'a pas jamais comme les derniers 4 ans, en plus le département de la santé, il nous accorde aussi une augmentation des subventions. Donc c'est la première année des dernières 10 ans de ma direction à PVA où on vit simple d'un point de vue économique, mais on vit très difficile d'un point de vue de trouver l'accès pour aller parler auprès notamment des jeunes et la difficulté d'entrer dans les écoles. Vous comprenez bien comme cette vague, ces nouveaux morses qui arrivent. On avait fait des pas l'avant par rapport aux communautés LGBT, on vous disait les homos, les trans, ou les personnes racisées, ou les femmes. Mais c'est vrai qu'on revient à l'arrière. Et que l'amalgame et la peur des minorités et puis de la parole des minorités qui inévitablement le VIH, à laquelle le VIH il est depuis toujours associé, mais ça entrave en fait le travail de prévention auprès des jeunes. Et on doit faire très attention que cette vague de morse et puis cette droite montante, qui moi je suis italien plus que suisse, donc je vois bien politiquement qu'est-ce qui se passe en Italie, on sait bien qu'est-ce qui se passe en France, on voit bien où elle va l'Allemagne, donc il faut être très attentif, très très attentif. Voilà. Peut-être Lucas Vallet aussi, un mot. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi je suis infirmier au groupe Santé Genève, du coup j'interviens pas forcément en scolaire, du coup, mais les personnes viennent nous voir au centre où on fait des actions hors mur auprès des publics précarisés, dans des situations compliquées, avec des assurances, des franchises élevées ou pas d'assurance non plus. Donc un public avec des problématiques importantes au niveau social et de santé. Effectivement, c'est un peu noir le constat. Il est là. Pas trop à Genève, en tout cas pour le groupe Santé Genève, on est soutenu. Vous le disiez tout à l'heure, vous soutenez les associations de terrain. Donc on arrive à faire des actions de qualité, mais on observe quand même une augmentation de la précarité à Genève, et on sait que la précarité est en lien avec les contaminations au VIH. On est sur un plateau de contamination, du coup, donc ce plateau, on va voir comment on arrive à ce qui diminue, ou en tout cas
On espère qu'il ne va pas augmenter. Mais si on ne veut pas augmenter, il faut des actions précises, avec des moyens. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et quand le constat est un peu noir, depuis 40 ans de lutte contre le sida, voilà, les militants, les personnes engagées, on essaye de se serrer les coudes. Il y a aussi un peu un système D, parfois aussi, dans les assos. Et je pense que c'est ce qui se passe, en tout cas sur le réseau Genevois. Donc la réponse, c'est aussi la coordination, vous le disiez tout à l'heure, de coordonner les acteurs de terrain, et ça c'est essentiel, peut-être de savoir où on va, vers qui on oriente les personnes pour éviter les doublons et faire un parcours de soins, de soins ou d'accompagnement plutôt optimal en fait, du coup, pour éviter les manquements, peut-être l'épidémie cachée, on n'en a pas parlé, mais les personnes qui ne se font pas dépister, elles sont là, comment on les atteint, puis comment on les maintient dans le soin quand on les a dépistées. Et ça, c'est un enjeu, c'est vrai, Alexandra Calmy, que les gens se sentent concernés. Parce que là, on a quand même deux représentants d'associations qui disent, finalement, à Genève, on est assez bien lotis. Genève, il y a de l'argent, on est soutenu, les autorités sont là, font le travail. Et puis, en fait, quand on va vraiment toquer aux portes, les gens se sentent moins concernés par la question. Donc, peut-être pas une question d'argent, de monnaie sonnante et trébuchante, mais ça va au-delà. Peut-être un mot là-dessus, Alexandra Calmy. Merci. Ici, à Genève ou à HUG, on offre effectivement aussi un accès aux soins, aux traitements. La question d'être concerné, c'est qu'on a quand même ici à Genève, comme quoi tout n'est pas une question d'argent, 40% des personnes qui arrivent trop tard en soins. Trop tard. C'est-à-dire à un moment donné où les valeurs des CD4 sont déjà basses, ou alors même qu'il y a déjà des signes d'une maladie sida. C'est vraiment incroyable que dans une ville riche comme Genève, ça se passe comme ça. C'est finalement pas si différent comme chiffre que ceux qui sont donnés par l'OMS dans le monde. Donc tout ça pour dire que Genève n'a pas de frontières c'est pas imperméable. Genève reflète simplement l'épidémie du VIH mondial. On n'est pas différent à Genève finalement. On ressent les mêmes secousses moralisatrices, anti-woke. Le fait qu'on soit soutenu par les autorités, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la mise sous traitement, par exemple ici au HUG, des personnes les plus précaires, mais ça n'empêche pas qu'on a des patients qui arrivent en extrême état de vulnérabilité et avec des infections VIH avancées. Donc ça ne suffit pas finalement l'argent pour dire que on va fermer tout bien Genève avec des barrières et puis on va traiter tout le monde et tout va bien se passer. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui finalement, parce que ce que dit Rocco ou ce que dit Luca, ça fait écho à ce que dit Meg et Vin Kim, et tout le monde se reconnaît dans ce discours-là finalement. Antoine Flao, un mot sur le témoignage du professeur Vin Kim Nguyen. Vous nous disiez il faut prendre finalement l'ONU-SIDA comme exemple, et puis on était presque à rebours du discours du professeur qui nous dit mais en fait tout ça c'est terminé, ça c'était l'âge d'or, et maintenant il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'argent. Donc votre modèle ONU-SIDA, est-ce qu'il va vraiment pouvoir se répliquer dans ces conditions ? Oui, je ne crois pas que j'étais en contradiction avec ce que disait Vin Kim ou que Vin Kim était en vraie contradiction. C'est-à-dire que je crois qu'une chose qu'a dit Vin Kim qui me paraît très importante, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de problèmes de coupure budgétaire. On a trop tendance à penser que c'est ça le problème. En réalité, il y a une volonté aujourd'hui qui doit nous interpeller tous, qui est de destruction du modèle démocratique actuel, des avancées sociales, des avancées qu'on a connues, qui nous paraissaient, comme l'a dit très très bien Vin Kim, qui nous paraissaient acquises. Et cela, c'est pas du sonnant et trébuchant. Cela, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus inquiétant. Et cette conjonction qui va de la Russie aux États-Unis aujourd'hui, en passant par la Chine, est une conjonction contre laquelle la fragile Europe, des valeurs qu'elle croyait universelles, est vraiment, vraiment questionnée. Alors, sur le plan financier, je ne sais pas si on va parler un petit peu du Fonds mondial, parce qu'on est en cours de reconstitution du Fonds mondial. Et en fait, la reconstitution du Fonds mondial, on peut dire qu'on partait très pessimiste. Alors, le Fonds mondial lui-même, c'est une extraordinaire aventure. C'est encore une fois, pas simplement le sida, parce qu'il y a la tuberculose et le paludisme, qui ont montré un chemin et une solidarité multilatérale très, très, très efficace. C'était parti de 5 milliards de dollars par replenishment, par reconstitution, de 3 ans en 3 ans. Et puis, avec Michel Kazatchkine, c'est monté à 11,5 milliards. Et puis là,
On voulait 18 milliards, on n'y est pas. On est à 11,4, on va dire, oh, c'est vraiment très bas. C'est vrai, mais on n'a pas fini. Ni la France, ni la Commission européenne, ni la Suède, ni le Japon n'ont donné encore ce qu'ils allaient donner. Et finalement, les États-Unis, si ça avait été l'entourage du président américain, ils auraient tout coupé. Ils vont donner 4,6 milliards. Ils vont donner 4,6 milliards, ils avaient donné 6 milliards. Donc ils baissent, bien sûr, ils baissent de 23%. La France, on pense qu'elle va baisser de 40 à 50%. L'Allemagne a baissé de 20%. La Suisse aussi. Donc on peut penser qu'il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que les coupures budgétaires, mais finalement, l'un dans l'autre, on devrait arriver à 13 ou 14 milliards. Excusez-moi de vous parler de ces milliards, puis ça ne nous évoque pas grand-chose. Mais juste, je vais continuer un petit peu pour vous donner des ordres de grandeur. Simplement, les dépenses d'armement, c'est 2600 milliards par an. Donc on est quand même très très loin. Et même quand on prend toute l'aide au développement, l'aide publique au développement, c'est 220 milliards par an. C'est tellement différent. Donc on est à la bordure du trait, vraiment, pour les gouvernements. Donc il y a en effet un manque de volonté politique aujourd'hui pour aller jusqu'au bout de l'aventure, parce qu'en fait, c'est souvent les derniers kilomètres qui sont les plus compliqués. Et si on veut véritablement aller vers la fin du sida, aujourd'hui, on a tellement d'innovations qui le permettent. On a des médicaments qui pratiquement peuvent permettre d'avoir zéro contamination, d'entraîner zéro contamination quand on les donne pour les personnes, pour faire de la prévention. On se dit aujourd'hui, on est capable techniquement de véritablement éliminer le sida de nos vies. Et je pense que pour ça, ça va demander des moyens. Et aujourd'hui, on voit en effet que les moyens manquent, mais au-delà des moyens, ce qui manque, c'est cette volonté, voire même, il y a une volonté pour que ça n'aille pas au bout. Et là, est-ce que peut-être que la Suisse ou Genève pourrait jouer un rôle? On parlait de diplomatie de la science. Ça pourrait être d'un coup quelque chose où la Suisse pourrait avoir un rôle. La Genève internationale, évidemment, qui a été le siège de la Société des Nations, siège aujourd'hui de l'ONU, contexte multilatéral un peu compliqué avec des grandes puissances en guerre. Mais est-ce que cette diplomatie de la science, ça pourrait être peut-être une façon de s'en sortir différemment en Suisse? C'était un petit peu le sens de ce que je disais avant, c'est-à-dire de continuer à se focaliser sur quelles sont les problématiques de santé publique, essayer de démontrer via les actions qu'on mène et les priorités que nous on met, la façon de voir, la perspective qu'on arrive à encadrer, pour continuer à donner des informations qui peuvent être utilisées même dans d'autres contextes. Mais cela dit, je voulais juste souligner une chose que je continue à entendre là pendant cette table ronde et qui m'inquiète aussi comme scientifique, comme médecin et spécialiste aussi de santé publique. Et j'ai fait même un doctorat, un PhD sur comment est-ce qu'on peut utiliser les données scientifiques pour convaincre sur les décisions après de santé, etc. Et ce que je vois autour de moi, et je ne parle pas que pour le VIH, mais par exemple les vaccinations, là pendant tout le Covid, mais même avant le Covid, c'est que avant, je mettais de côté les antivax, les hésitances comme quelque chose c'était juste qu'il fallait améliorer notre communication, etc. Et puis, sincèrement, j'avais pas trop envie d'y penser. Et là, désormais, c'est obligatoire. Donc, je suis obligé de me pencher sur la manière dans laquelle on communique, la manière dans laquelle on dit les choses. Et il faut vraiment think outside the box pour trouver des solutions, pour vraiment ancrer même juste un intérêt par rapport aux personnes qui nous écoutent. Là, il y a quelques semaines, on a 2 fois par an une séance avec les autres médecins cantonaux de Suisse, et on a fait venir un spécialiste ici de Genève qui s'appelle Alessandro Diana, de vaccins, pour nous présenter les nouveautés par rapport à qu'il développe pour essayer de convaincre les personnes qui sont hésitantes au vaccin. Moi aussi, je continue à réfléchir de manière très hétérogène à comment est-ce que je peux
re-encadrer la narrative quand je dois parler, que ce soit au Grand Conseil, aux députés du Grand Conseil, ou même aux politiques, au-delà de Genève, parce que je continue quand même un petit peu à travailler dans l'international, comme je faisais avant. Et donc, tout ça, c'est des apprentissages qu'on essaye de partager aussi au-delà du parterre de Genève. Mais oui, Genève est un endroit où il y a des organisations internationales, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on arrive à convaincre de faire ici la prochaine, en 2027, le AIDS Conference. Mais c'est aussi un endroit d'excellence. Et c'est pas seulement Alexandra qui représente cette excellence. Vraiment, il y en a partout, aux HUG surtout, et dans le reste du canton. Tout ça aussi pour dire que, comme canton, on se focalise comme autorité cantonale, décider de se focaliser toujours plus sur les populations qu'on estime être en état de vulnérabilité. Essayer de tout faire. Déjà maintenant, on est en train de cartographier quels sont les points d'offre, et pas seulement pour le VIH, mais aussi pour d'autres prises en charge, les points d'offre dans le canton. Quelles sont les populations qui n'arrivent, malgré cela, pas encore à être pris en charge de façon en qualité, de façon efficace. Et ce travail-là, c'est peut-être aussi un travail que j'espère va pouvoir inspirer d'autres contextes. Juste un dernier mot sur le besoin aussi qu'il y ait des changements structurels qui suivent. Par exemple, surtout pour parler du VIH, le fait que la PrEP maintenant soit prise en charge par l'assurance obligatoire des soins, même si c'est peut-être un détail dans le système très contextuel à la Suisse, c'est quelque chose qui change complètement la donne. On parle au niveau national maintenant aussi du fait qu'en Suisse, on n'ait pas, par exemple, un article dans la Constitution sur le droit fondamental à la santé, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue des mesures de prévention qu'on peut mettre en place en Suisse. Donc c'est des changements et des évolutions structurelles sont nécessaires aussi quand on parle de santé publique. Oui, notre rapport à la santé, la méfiance aussi vis-à-vis du monde médical, on l'a vu évidemment se catalyser pendant la pandémie de Covid, mais c'était quelque chose qui était là à bas bruit. Je ne sais pas si l'une ou l'un d'entre vous souhaite réagir sur ce rapport à la santé qui a changé, cette méfiance aussi des dirigeants politiques, peut-être Meg ou Antoine ou Vinkin, ou tous. You can start. No, I think it's great that there's a variety of views of what's going to happen. I think this past year has been incredibly discouraging for people who have been working in public health for many, many years. And also because there was such a sense that we were making great progress and that the science is moving so quickly. And for HIV, it was evident with everything that has been going. It's one of probably the SDGs that could have been reached the quickest or should be reached out of all of the SDG goals. So what's changed, I do think, we talk about this now in science and how do we have trustworthy science, but also equitable science. So sometimes we also have to check ourselves and say, where is science being developed? Where is research coming from? Do we have equitable research that's coming from around the world? Are we making sure that all of their views? So if there is a movement towards the dark side from some parts of the world, most of that may be in the north right now. What is happening in the south? What's happening in Latin America? What's happening in Asia? How can we counterbalance some of those views? Because I've also seen that there have been really strong voices coming out to maintain work, focus on gender equity, on working towards rights and keeping health as a human right. So it's not all doom and gloom, I think, and where we have to focus looking at what's happening in this post sort of COVID world
is how do we engage around trustworthy science, around equitable research in science, and how do we engage people in conversations? It shouldn't be a top-down discussion. It really is about how do we engage around people's values, what do they value now, and why do they distrust what they've been hearing? So if we all sort of check our own selves at the door and figure out how we can bring better messages that are listening to what people want and need, we may be able to move the dialogue a little bit differently around science and where we're going to go. So it may not be a straight line to 2030, but I think greater ownership, greater leadership from low and middle income countries will come out of this. And it may just take us a bit longer, but I don't think people will give up on that goal. Antoine Wim-Stegal. Juste pour dire, on a peut-être un peu notre part de responsabilité, parfois, les scientifiques, avec une forme d'arrogance qui a été vécue comme ça. Mais je voudrais prendre un exemple. Enfin, le Kiel Institute, vous savez, qui est un think tank allemand, a produit des rapports réguliers. Il en a produit plusieurs pendant la pandémie. Il en a produit un où il a essayé de classer par ordre d'efficacité quelles étaient les mesures les plus efficaces pour lutter contre la pandémie. Bien sûr, il y avait les lockdowns, les fermetures d'écoles, les contrôles aux frontières, le tracé des patients. Mais la mesure la plus efficace, c'était les campagnes publiques d'information fondées sur des bons niveaux de preuve. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les scientifiques se disent le combat est perdu. Je crois que quand on voit d'ailleurs la couverture vaccinale dans nos populations en Europe pour le Covid, dans une période très troublée et très rapide quand même, la couverture a été exceptionnelle. Donc oui, il y avait de l'hésitation vaccinale, il ne faut pas être trop arrogant, il faut l'écouter. Comme l'a dit Alessandro, ce ne sont pas tous des anti-vax, ils peuvent être hésitants, ils ne sont pas nécessairement anti, ils veulent des réponses à des questions qui peuvent se poser. Et on a parfois cette difficulté en tant que scientifique de parler de nos doutes, de parler de ce type de questions. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que Rocco a dit. Et puis, il faut se rappeler que dans les débuts des années 80, entre 81 et peut-être 89, 90, le VIH, le sida, c'était la vengeance de Dieu sur les gays. Il y avait Reagan était au pouvoir aux États-Unis. Ironiquement, Mitterrand en France, c'était pas mieux. Et on a vu quand même la résilience des communautés. Moi je faisais partie j'étais jeune bénévole dans une organisation qui s'appelait AIDS Community Care Montreal. Puis c'était le buddy system, où on accompagnait les gens parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et je crois que ça, pour moi, ça c'est de l'optimisme. C'est qu'il y aura toujours ça. Et pour des gens qui font partie des communautés qui ont été marginalisées, blabla, whatever, il y aura toujours cette solidarité parce que c'est comme ça qu'on survit. Alors pour moi, ça c'est le côté optimiste, c'est qu'il y a même quand c'est la fin du monde, il y aura quand même ça. Luca, vous souhaitiez rebondir sur les prises de parole. Merci. Oui, c'était sur la croyance dans la science. En fait, je trouve que c'est vraiment un point essentiel, mais qui est très lié aux politiques, parce que vous parliez de l'arrogance scientifique, enfin de certains scientifiques, certains chercheurs. Possiblement, mais je trouve qu'on a beaucoup de freins à l'accès à l'information par les politiques en eux-mêmes, le lobbying qui se fait sur l'agroalimentaire, sur la politique vaccinale était vachement décriée par certains partis politiques. Donc, du coup, même si les politiques influent justement sur les informations qui sont diffusées à la population générale, il n'y a pas que la science, quoi. Il y a vraiment un plaidoyer à faire auprès des politiques. Et d'un point de vue un peu plutôt micro, ce qui est intéressant alors à l'hôpital ça se fait aussi, hein, mais moi c'est vrai que dans les consultations ou dans les actions hors mur que l'on fait avec le groupe santé, on ne parle pas que de VIH du coup, même si la question sur l'origine du VIH parfois revient un peu, et du coup ça remet en question les épidémies, les zoonoses, comment ça se passe. Et du coup, moi je trouve qu'il y a un intérêt quand on fait des actions communautaire proche des personnes, c'est peut-être aussi de réaborder la littératie en santé et puis un peu les croyances pour... on reparle aussi du papillomavirus, la vaccination, son intérêt. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont
ils sont pas contre les vaccins, mais il y a vraiment... c'est souvent des questions de temporalité, comment le vaccin est sorti si vite pour le Covid, pourquoi pas pour le VIH. Donc voilà, bon, je pense qu'il faut être assez armé soi-même pour pouvoir répondre. Il y a vraiment l'intérêt de ces actions aux proches des communautés pour qu'ils puissent aussi monter en compétences et en littération santé. Je pense que c'est essentiel, plus que simplement faire un dépistage VIH et dire ok c'est négatif, au revoir, quoi. Il y a vraiment tout ce truc à côté, quoi. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent quand même. Voilà. Avant peut-être de vous donner la parole pour une ou deux questions, je vois qu'on a déjà dépassé le temps réglementaire, mais on va peut-être laisser quand même un peu de temps pour les questions, une ou deux de la salle. J'ai envie de donner la parole à Paola Munderi sur, Paola, finalement, comment maintenant on fait pour poursuivre cette recherche, poursuivre ce financement, aller sur une note un peu positive, cette discussion. Vous allez lui donner un peu de positif. Oh, no pressure. Tu peux parler en anglais. Well, I want to thank all the people who, especially the colleague from the Global Health Institute who spoke to the UNAIDS model. We have just completed the new strategy, Global AIDS strategy, 2026 to 2030. We are going to take this to our governing partnership board in 2 weeks for approval, and the goal is to present it to the General Assembly, the UN General Assembly, in July next year, and to get buy-in from member states and governments on a new set of targets between now and 2030. I think we're saying it is still achievable. The end of AIDS is still achievable. It's an achievable goal in spite of this year, especially with the innovations that we have that give us a lot of hope. We have never had, we're as close to a vaccine as we can get with lenacapavir. It's a wild statement, but I think it's true. We have vaccines that we give once every 6 months, and we've used them. I believe that the UNAIDS model, the multi-sectoral approach to an infectious disease, has to be kept, should be kept, because this is not a disease that is just in clinics. It's a disease that is in the communities, that is everywhere where people live. And to keep that multi-sectoral approach, to keep it coordinated, to keep it a reality is one of the roles that UNAIDS will play. Keeping the response anchored in human rights, keeping the voice of affected communities heard. We're still the only UN agency that has a civil society delegation in our governing board, and that is critical. We could add to that the political pressure on individual countries to, as Meg has alluded to, take on the responsibility for their people, because the international solidarity that we all experienced at the beginning of the 2000s, we probably need a new wave of that, but we also need our countries to take the responsibility for their citizens. It cannot always be external aid that comes to the, to solve our public health. But I feel positive. We're going to have to do some things we've never done before, but I feel very, very positive. And actually, we have no choice but to feel positive because AIDS is still here. So there you go. Condamné à être optimiste, c'est pas mal ça comme condamnation, comme sanction. Rocco, peut-être un mot.
Juste, vu qu'on en a jugé, vu que j'ai reconnu le professeur Richel, moi je vais donner ma note positive parce que nous, l'association des personnes vivant avec, Genève, va accueillir cette conférence qui est inévitablement la capitale de la santé avec l'OMS et l'ONU-SIDA, mais aussi la ville de Swiss Statement. Et donc, nous, l'association des personnes vivant avec, c'est quelque chose qui, en 2008, a enlevé un poids énorme à toutes les personnes concernées. Donc, professeur Richel, qui est là, je me rappelle que j'étais un jeune outreach worker à dialoguer quand Don Catherine nous avait raconté ça dans la salle arrière de l'association, avant que tout ça, cela soit véritablement annoncé. Donc, la note d'espoir, c'est vu qu'il a des camarades, je ne sais pas où ça ira ça, de rappeler toujours qu'aujourd'hui, une personne vivant avec les VIH sous traitement ne transmettent plus le virus. C'est assez important. On est presque 20 ans après les Swiss Statement et on sait qu'en Suisse, on a encore beaucoup du mal à intérioriser cette information. Donc, je voulais clore ça en levant mon chapeau aux HUG à Genève, au professeur Richel, et disant oui, Genève reste la capitale de la santé, n'importe qu'est-ce qu'il soit l'essor des organisations internationales. Merci beaucoup, Rocco. C'est sur cette note qu'on va refermer cette discussion. Merci infiniment à toutes et tous d'y avoir pris part. Et maintenant, c'est parti, hein, Alexandra Calmy. Rendez-vous à l'été 2027. On est sur une année et demie là, de préparation de cette conférence. Et puis, on espère un héritage après cette conférence de 2027. Merci et bravo, professeur Alexandra Calmy. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous.